Vous savez que pendant des siècles, l'indifférence a été totale vis-à-vis des violences faites aux femmes. Le pater familias régnait en maître chez lui et la femme n'avait guère de place, ni en droit, ni en fait. Elle était une situation inférieure de dépendance, vous le savez, dans ce patriarcat millénaire. Et la société européenne autorise et tolère toujours cette discrimination vis-à-vis des femmes, nous le savons tous. L'intimité des foyers révèle une insupportable violence créée par le partenaire intime et les coups et les blessures pleuvent. Et les homicides à l'encontre des femmes, ces féminicides sont environ de 3000 par an en Europe. C'est quand même beaucoup quand vous multipliez sur 100 ans, vous supprimez l'Australie. Alors, au fur et à mesure des recherches, on a montré que l'inégalité entre les deux sexes, c'est le ferment, c'est quand même l'inégalité de salaire. Hein. Bon. Et alors, vous le savez très bien, 1994, la conférence internationale sur la population et le développement rassemble 179 pays au Caire qui reconnaissent l'égalité des sexes et le droit à la santé sexuelle. Et en 1995, la déclaration de Beijing, qui sont adoptées à l'unanimité par 180 pays. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on y arriverait. Et c'est un tournant historique. Mais le Conseil de l'Europe, qui a été un moteur dans cette égalité, nous les femmes, nous lui devons beaucoup, il s'est saisi de ce fléau, cette violence faite aux femmes, et ça a donné effectivement, et la conférence des ONG, avec entre autres, Sophie a participé aux travaux pour la rédaction et l'écriture de cette convention. En 1911, l'année prochaine, l'ouverture à la signature aura 10 ans. Le premier signataire, permettez-moi de vous le rappeler, a été la Turquie. Et tous les États membres du Conseil de l'Europe l'ont signé, sauf l'Azerbaïdjan et la Fédération de Russie. 34 pays l'ont à ce jour ratifié. Et ils doivent continuer à le faire selon les propos clairs que nous avons entendus le 15 octobre par la secrétaire générale. Alors, je ne vais pas vous raconter ce qu'est et vous présenter la Convention d'Istanbul. Je préfère essayer de vous montrer quelles sont les difficultés aujourd'hui que rencontrent et les oppositions à la Convention d'Istanbul, car au fur et à mesure des events qu'on a créés, qu'on a fait, des rencontres qu'on a provoquées, des discussions qu'on a pu voir, l'écoute d'un certain nombre de spécialistes en la matière, on a réussi à comprendre quelles étaient ces oppositions argumentées à la Convention d'Istanbul. Alors, il se trouve que à la conférence de Beijing, avec l'affirmation des droits des femmes en 1985, nous avons gagné. Mais si nous avons gagné, c'est qu'il y avait un combat. Et ce combat, il y a eu des perdants. Et ces perdants, donc c'était une défaite pour d'autres personnes. Et ceux qui ont subi la défaite, comme souvent, comme dans un parti politique, on perd des élections, eh bien on entre en opposition et on commence à réfléchir pourquoi. Pourquoi avons-nous perdu? À quoi c'était dû? Était-ce lié à nos leaders, notre stratégie, notre façon de nous exprimer? Toutes ces questions ont été mises sur le tapis et l'Église catholique a conceptualisé son combat contre l'égalité. Il y a une équipe de 5-6 personnes qui a été mise sur pied, des gens éminents, philologues, politologues, etc. Et c'est construit un véritable changement de façon d'appréhender les questions. Alors, cette lutte rhétorique est d'abord antiféministe. Elle a élaboré un arsenal de pensée pour contrer et masquer même le mot d'égalité avec un vocabulaire qui lui est propre et qu'elle a réussi à faire passer auprès de la société. C'est une bataille pour laquelle elle a mis donc en place une stratégie et une mise en scène qui opposerait deux camps. Et un ennemi, et c'est là où c'est extrêmement astucieux, a été créé. Vous le connaissez, c'est le genre, l'ennemi. Et la soi-disant idéologie du genre que vous tous, intéressés à ces questions féministes, ne connaissaient pas. Donc, l'expression forgée par le Vatican est celle à abattre, mais c'est eux qui l'ont forgée. Et l'égalité n'est donc pas un impensé de l'Église catholique, mais l'institution la combat en connaissance de cause. Et la nouvelle rhétorique contre les droits des femmes est pour le maintien d'un ordre inégalitaire. Et nous savons qu'il y a eu l'écriture, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, d'un lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques en 2003. Et l'entreprise stratégique a été précisément de s'approprier tout le vocabulaire pour le réécrire. Alors, le premier pilier est l'utilisation du concept de la dignité humaine pour masquer l'égalité, comme dans l'autre déclaration du Caire de 1991, créant l'Organisation islamique de coopération, où les femmes et les hommes sont égaux en dignité. Sinistre mémoire.
Le deuxième pilier est celui de la protection de la famille hétérosexuelle, malgré les déclarations du pape d'il y a très peu de temps, patriarcale, traditionnelle, papa, maman, enfant. Le troisième élément est la liberté religieuse. En fait, ma liberté religieuse passe avant celle des autres, avant les lois civiles. Et le discours masculin, ecclésiastique, s'attribue un certain pouvoir de parole, et ça vous le savez, et celui surtout de détenir la vérité. Alors s'ajoute un véritable lobbying pour décider de la vie reproductive des femmes. Aujourd'hui, là, est en train de se voter un texte absolument régressif au possible en Pologne, leur imposer un mode de vie et les former des cadres pour diffuser cette pensée. Et l'institution organise des combats contre les droits des femmes. Et ils sont très actifs. Alors, tout d'abord, il y a restaurer l'ordre naturel, un agenda pour l'Europe, est un mouvement de plus en plus puissant. Des militants américains en 2013 et des militants européens ont commencé à élaborer ces stratégies avec un objectif réalisable pour faire reculer les droits humains. Et des documents existent et sont à lire. Et c'est une stratégie extrémiste qui s'appelle donc restaurer l'ordre naturel à un âge. Et cette stratégie vise à inverser les lois existantes et à aboutir à tout ce que vous savez de négatif. C'est le centre de lutte contre les droits humains dans les domaines de la sexualité et de la reproduction. Et en 2015, l'agenda Europe franchit une nouvelle étape en présentant 5 stratégies thématiques différentes: stratégie pour l'euthanasie, stratégie pour la liberté de religion, stratégie pour le mariage et la famille, stratégie pour s'opposer à les législations antidiscrimination et une stratégie pour la gestion pour autrui. En 2016, les militants passent une attaque législative. Bon, je passe vite parce que là, voilà, il y a un manifeste commun d'un mouvement qui est créé et dans le même temps, on constate la création et la professionnalisation d'ONG depuis une vingtaine d'années qui sont devenues extrêmement efficaces. Après 1000 ans, le 12 février 2016, le pape François et le patriarche orthodoxe Kirill de Moscou se rencontrent à La Havane, Cuba. Et l'intensité de la lutte apparaît contre les droits des femmes dans les anciens pays de l'Est juste après. Le réseautage transfrontalier grâce à Internet et de grandes réunions comme le Congrès mondial des familles en 2019 qui s'est tenu à Vérone réunissait Salvini Italie, qui est plutôt contre la famille traditionnelle, Marine Le Pen, qui est divorcée, des oligarques russes ou des richissimes américains comme bailleurs de fonds qui ne manquent pas avec la participation active de l'Église orthodoxe russe et de l'Église catholique et les évangéliques. Alors évidemment, ce n'est pas tous les courants de ces églises, hein, bien entendu et heureusement. Et à ce moment-là, on a constaté en Europe que les mouvements contre les droits des femmes s'intensifiaient avec une violence forte, une efficacité incroyable et la remise en cause de la Convention d'Istanbul. Alors ça a commencé par la Bulgarie qui l'a voté comme anticonstitutionnelle. Il y a un avis tout à fait remarquable de la Commission de Venise sur l'Arménie d'ailleurs, qui est une mine en la matière. Et on a remarqué que les campagnes étaient prêtes et qu'après, elles commençaient même quelquefois sans avoir automatiquement d'objet. Et après, elles s'appliquent de la même façon, et c'est ça qui est extrêmement curieux, quel que soit l'objet. Alors, en Roumanie, c'est contre l'éducation au genre. En Croatie, c'est le référendum pour le mariage pour tous. En Pologne, l'avortement, et ainsi de suite. Et donc, on a face à nous des gens extrêmement déterminés. C'est une véritable lame de fond qui est en train de se passer, dont jusqu'à, je dois dire, 2 ans, je pensais que c'était comme ci, comme ça, mais pas du tout. C'est incroyablement fort. Et les militants sont des gens d'extrême droite, des intégristes, des fondamentalistes, des traditionalistes, qui sont tous mus par une volonté de mettre à bas nos démocraties, quelle que soit leur raison, et que ces mouvements ressentent, dans ces moments de difficultés majeures, un écho incroyable dans différents pays. Vous savez lesquels. Actuellement, on reparle de la Convention d'Istanbul, 14 pays sont en train de revenir sur soit la ratification, soit la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Alors que cette Convention d'Istanbul, c'est un outil international neutre qui n'apporte rien de spécifique, sauf ses définitions et l'application. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de la volonté des États, et vouloir en faire l'objet de toutes les cibles de l'inégalité de ces gens est absolument incroyable, mais très fort. Voilà. Donc, ça marche.
Ils ont une écoute de plus en plus prégnante parce qu'ils sont organisés, ils font peur aux gens. Ils disent que dans tel endroit, on apprend aux garçons à devenir des filles, on leur apprend des pratiques sexuelles solitaires parce que c'est ça l'idéologie du genre et ainsi de suite. Donc, on dit des énormités et ça marche parce qu'il n'y a personne qui arrive à aller finalement de façon très forte dans ces pays qui ont changé de majorité. Alors, par exemple, la Turquie, c'est le même Erdogan qui a signé premier président du comité des parties de la Convention d'Istanbul, parce qu'il y a deux parties, il y a le comité des parties, c'est les ambassadeurs, et le Grevio, c'est les comités d'experts. Et moi, j'y assiste en tant que, je peux même y prendre la parole, mais je mesurais, comme représentante de la conférence des ONG. Et le premier était un ambassadeur turc tout à fait remarquable, humaniste, ouvert à ces questions, et poussant l'égalité entre les femmes et les hommes, et étant contre la violence. Voilà. Maintenant, Erdogan est comme les autres, que nous devons de combattre, comme la Pologne, la Hongrie, l'Arménie, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie et autres. Et il y a un pays scandinave. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à vos attentes et je suis prête à répondre à vos questions pour ne pas déborder le temps qui m'est imparti. Voilà. Alors oui, la recommandation. La recommandation, ben, Sophie va vous l'envoyer. Cette recommandation, il faut la diffuser au plus large. Donc, avec étonnement, elle a été votée à l'unanimité, moins 2 abstentions. C'est quand même un vrai succès, là, parce que sincèrement, on n'y va pas de main morte avec Sophie et d'autres. Je vous assure vous pouvez la lire. C'est un texte que je peux qualifier d'assez inhabituel. Et il est passé, il n'a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de critique. Voilà. Donc, est-ce qu'à force, ils n'osent plus critiquer ce que je fais? Non, je rigole en disant ça, mais c'est formidable parce que quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'on y arrive sur un sujet aussi grave et aussi disputé par ailleurs. Donc, voilà. Donc, ce texte, je vous invite à le diffuser partout, 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 parce qu'on a besoin de soutenir cette convention d'Istanbul. Quand ça vient des ONG, des associations, c'est un autre son de cloche qui est important. Les gens doivent se rendre compte qu'il y a tout un faisceau de pensées, de réflexions, d'actions qui vont dans le même sens et que ce n'est pas uniquement étatique. Hein. C'est que nous travaillons sur le sujet, nous savons sur le terrain ce qui se passe. Et la présidente du Grevio tout à l'heure était très, très contente et elle a dit tout le bien qu'elle pensait d'avoir cette recommandation au soutien de la Convention d'Istanbul et qu'elle en avait besoin. Donc, n'hésitez pas à la diffuser dans vos réseaux et je suis à la disposition, bien sûr, là, maintenant, pour répondre à vos questions.